Bonjour à tous. Ils veulent vendre l'or de la France des Français, le brader. En tout cas, il y a des ballons d'essai en ce sens, vous allez voir. Ah oui, il y a les dettes, il y a les déficits, il y a Bruxelles qui demande, on nous dit. Pourtant, vous allez voir que le monde entier fait strictement l'inverse, pour des raisons très claires, très évidentes. On va y revenir. C'est un sujet très important, dans un contexte de dédollarisation, c'est très important. Oh, vendre, brader l'or, ça s'est fait dans une histoire récente en France. C'était Nicolas Sarkozy, ça nous a coûté près de 70 milliards d'euros. On veut recommencer? Empire? Non. Ah, c'est-à-dire les réacteurs en neutrons rapides qui mangent les déchets nucléaires, on le relançait. C'est-à-dire, et là, Emmanuel Macron, contre toute attente, a supprimé le projet. On avait déjà dépensé 500 millions d'euros. Et qui a repris Astrid? Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates qui vient de recevoir plusieurs milliards de dollars du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides mangeur de déchets nucléaires, la technologie pour laquelle nous avions 30 ans d'avance et qui aurait permis, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques, d'assurer 1000 à 2000 ans de souveraineté énergétique avec les déchets nucléaires que nous avons sur notre sol et avec une puissance 100 fois supérieure aux centrales nucléaires actuellement en activité. C'est-à-dire que nous avons abandonné un projet extrêmement vertueux pour notre pays, assurant notre souveraineté pendant des années, et nous avions 30 ans d'avance, et nous avons laissé les États-Unis et Bill Gates reprendre ce projet qui aujourd'hui est en plein développement aux États-Unis. Le produit intérieur brut, c'est ce qui se produit à l'intérieur d'un pays. Il y a une matrice qui calcule ça. Évidemment, c'est pas tout ce qui est fait par tout le monde, mais en théorie, ça devrait. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se calcule. Mais en tout cas, c'est un indice qui est relativement similaire d'un pays à l'autre. Et en théorie, ça devrait représenter la production d'un pays. Évidemment, ça ne tient pas compte du bénévolat, puis de toutes sortes d'autres choses, l'entraide, etc. Mais quand même, c'est une façon de mesurer la situation de chaque pays. Et je veux vous faire remarquer que les pays qui ont un produit intérieur brut de plus de 4,4% et 4,2 ici en arrière de la photo, on le voit pas là. Attendez, je cherche une façon de vous montrer ça. Voilà. Alors ici, les pays émergents et développement en moyenne ont 4,2 de croissance, de croissance de leur produit intérieur brut. Alors ici, c'est 4,4. Donc, c'est une économie qui a quand même le vent dans les voiles pour une économie en développement. Il y en a qu'on voit que c'est beaucoup plus élevé. Hein? Ça va même jusqu'à du 24%. Évidemment, plus ton économie est basse, plus c'est difficile d'avoir une croissance du produit intérieur brut. Alors, dans les pays de l'Occident, les pays développés, on a une croissance entre 0 et 3%. Et comme je disais tout à l'heure, les pays émergents, c'est 4,2. La moyenne mondiale, c'est 3,2. Et puis, ici au Paraguay, qui est juste ici, hein, c'est 4,4% qui est estimé pour cette année. Donc, ça en fait dans le groupe, les deux groupes des meilleurs pays. Ceux qui sont à 6% et plus, il y a ceux entre 3 et 6%. Et donc, à 4,4, là, c'est une excellente croissance. Il y avait l'Argentine qui connaissait une belle croissance depuis quelque temps, mais il y a eu des dérapages dernièrement. Il y a un des pays de l'hémisphère qui connaît le plus de croissance, c'est la Guyane, parce que ils ont découvert beaucoup de pétrole et l'économie est en fort développement à cause de ça. Une autre donnée économique qui est intéressante par rapport à l'Équateur, c'est le pourcentage d'endettement. Je vous avais parlé la semaine dernière que la croissance économique était de 5,3%. Je pense que je vous l'avais mentionné. Ça, c'est quand même impressionnant. Il y a peu de pays qui ont 5,3% de croissance. Et puis ici, j'essayais de retrouver, donnez-moi une petite seconde, que c'est 42% le niveau d'endettement par rapport au produit intérieur brut. Alors,
l'endettement du Paraguay est quand même très intéressant, car, pour vous donner une comparaison, les États-Unis, c'est 122% du produit intérieur brut. Donc, il y a pour le 100% de ce que le pays produit, il y a 122% d'endettement. Donc, il y a plus d'endettement que ce que le pays produit. Le Canada, à titre comparatif, on est à 108% de son produit intérieur brut, le niveau d'endettement. Et puis, la France, on est à 111%. L'Italie 135, l'Espagne 108. Ça vous donne un petit peu l'Angleterre, on est à 97,6% de son produit intérieur brut. Ici, au Paraguay, on est à 40 et bon là, ils disent 41 parce que c'est des données de l'an dernier, mais ça vous donne une idée. Alors, en bas de 50%, hein, on est dans les meilleurs pays, puis évidemment autour de zéro, ben ça c'est le summum, si je peux dire. Un pays ici comme le Chili est à 39%, l'Argentine est à 155%, le Brésil à 86%. Ça vous donne quand même une idée pourquoi j'ai choisi le Paraguay comme endroit de prédilection pour passer les quelques années. À titre indicatif, vous aimez vous contemplez le Mexique, 49%. De taux d'endettement. Alors, je voulais vous présenter ça. Et puis dans le domaine justement de la famine, c'est un dossier que je suis depuis COVID. On en a déjà parlé. Hein, vous vous souviendrez, durant COVID, il y avait eu l'abattage des animaux. Et puis, c'est un truc qui a pas cessé. Si vous suivez le dossier des autruches au Canada qui doivent être abattues, aux dernières nouvelles, c'était encore d'actualité. Là, j'ai pas vérifié juste avant l'émission, mais il y a encore 1 ou 2 semaines, les propriétaires essayaient de faire remettre cet abattage-là. C'est des centaines de milliers de poulets, voire des millions de poulets depuis le temps que ça dure, là, qui ont été abattus sans bonne raison. Hein? Il n'y en a pas de raison, c'est pour contribuer à la déstabilisation. La production de bœuf a chuté de façon importante en Amérique du Nord, ce qui a amené les prix à la hausse. L'inflation, c'est pas juste l'inflation, la perte de vitalité du dollar canadien et du dollar américain qui font que le prix du bœuf a augmenté, c'est l'assaut sur les producteurs agricoles. On avait parlé de comment en Europe, les producteurs agricoles étaient sous pression des institutions internationales et des pays, comment les fermiers manifestaient. Vous vous souvenez, toutes les manifestations de fermiers qu'on a vues au cours des dernières années. Hein? Ensuite, en Hollande, qui est un des principaux pays exportateurs au monde, on dénonçait la pression sur laquelle était mise sur les producteurs agricoles locaux. Alors, tout ça continue et en plus, il y a la modification du climat, hein, les outils qui sont utilisés pour modifier le climat qui contribuent à réduire les récoltes à certains endroits, les détruire dans d'autres, fait en sorte que un peu partout, on voit des pénuries s'installer et les prix exploser. Hein, par exemple, au niveau du café, hein, alors qu'on voit on annonce ici que au Brésil, qui est un des pays producteurs de café importants, hein, qui est un pays voisin d'où je suis. Bon, ben, on attribue à des conditions météorologiques catastrophiques. Hein, c'est ça que vous voyez ici. Attendez, je vous le mets un petit peu plus gros. Donc, c'est ça. On pourrait dire des conditions météorologiques catastrophiques pour un peu de tout. Aujourd'hui, ben, on peut se demander, avec tout ce qu'on voit dans la gestion du climat, hein, si tout ça si tout ça n'est pas coordonné. Hein? On est rendu à se poser cette question-là. Alors, la nourriture comme une arme
dans les guerres, mais dans cette guerre-ci que l'on vit actuellement. Et il y a un très, très bon article ici sur bluemoonofshanghai.com qui explique qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce dossier-là. Je veux juste vous remettre ça plus grand pour que vous puissiez voir l'adresse URL ici en haut. C'est bluemoonofshanghai.com. Vous rentrez ça dans Google et puis vous marquez le titre. Je vous répète, le titre, c'est, attendez une petite minute. Le titre, c'est la deuxième partie, Control of the Food Supply Chain. Control of the Food Supply Chain. Vous vous rappelez, on peut traduire ça facilement. Je vous ai donné souvent des trucs. Alors, il est clair qu'il y a en ce moment les multinationales, par le programme de l'agenda 2030, de la grande réinitialisation, sont en train de faire une poussée pour prendre le contrôle. Vous vous rappellerez qu'on avait déjà parlé du rachat des terres agricoles en Amérique du Nord. Encore une fois, pour exclure les petits agriculteurs, toutes les lois qui sont changées, la conformité. La conformité, c'est pas juste un truc dans les banques puis dans la lutte au blanchiment d'argent. La santé, on a vu plein de questions liées à la conformité durant la COVID, la grande mascarade. Et puis, évidemment, c'est la même chose au niveau alimentaire. On tourne les questions alimentaires comme des questions c'est une arme dans ce conflit de civilisation, de culture auquel on assiste présentement. Et la contamination volontaire est une arme utilisée pour mettre à genoux les adversaires. OK? C'est bien important, tout ça. Alors, et puis évidemment, on parle des maladies liées à l'alimentation, comment tout ça est utilisé, comment on l'utilise comme outil de propagande, le fast-food, la nourriture rapide, etc., etc. Dans ces 4 dernières années, le transgenre a été un sujet brûlant poussé dans divers domaines de notre culture. Il cible les enfants et déchire aussi les familles. Le docudrame original de The Epoch Times, Transformation de genre, les réalités cachées, explore les questions complexes liées au transgenrisme et à la jeunesse. Le transgenrisme a l'air si inoffensif et les médias le rendent très très cool. Cela a détruit ma santé. Je ne savais pas vraiment si j'allais m'en sortir. Le producteur Tobias Selvage a présenté le film lors d'une table ronde sur la confusion des genres à la Convention des radiodiffuseurs religieux nationaux. L'événement s'est tenu à Orlando en Floride au début du mois. Nous nous sommes entretenus avec les panélistes après la projection pour connaître leur point de vue sur le film. Je pense qu'il est important de dire aux enfants qu'ils sont parfaitement bien et beaux tels qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit d'eux-mêmes. Cela crée un fossé entre l'enfant et ses parents. Il s'agit d'une question concernant la réalité elle-même. Le transgenrisme, dans son essence, est un déni de la réalité. Si vous ne pouvez pas accepter la réalité, vous ne serez jamais en bonne santé mentale. Le film sera diffusé pour la première fois sur Epoch TV le 19 juin. En guerre entre la Russie et la France, oui. Bien sûr que non. Bien sûr que non, il n'y a absolument aucun sujet que la Russie va en guerre avec un pays européen. Il faut regarder le début de ces conflits en Ukraine, c'était toujours... Déjà, il y a l'OTAN qui rapprochait la frontière de la Russie. Il y a eu le Donbass qui était bombardé par Kiev, la population russophone. Donc les objectifs de cette on peut dire, opération militaire que la Russie mène, et en fait cette guerre, c'est autour de ça, de ces conflits qui sont hyper sensibles. Ces points sont hyper sensibles pour la Russie. Mais attendre un chef-major d'armée français qui dit il y aura un choc qui vient de Russie dans 2, 3, 4 ans, il a dit, oui.
c'est quand même étonnant et c'est un peu la même discours et la même narrative qui mène l'OTAN depuis quelques mois déjà. Je pense que c'était Rutte qui dit qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie va prendre place à 2030, donc un peu plus longue si on compare, mais quand même il y a cette idée qu'il y aura un conflit entre la Russie et l'OTAN et cette idée vient de l'OTAN, cette idée vient des Occidentaux. Bonjour Stéphanie, merci pour ton commentaire. Je tiens à clarifier que je ne suis pas contre les revendications des médecins présents, que je les trouve légitimes, que je trouve ça épouvantable, la manière que Legault les traite, mais je trouve ça du même coup ironique qu'il s'en étonne présentement. C'est le même gouvernement qui a traité de manière autoritaire la gestion de la COVID. C'est le même gouvernement qui obligeait les gens sous la subtile menace, parce que ça n'a jamais été déclaré obligé, mais il y avait beaucoup de menaces en arrière de ça, menaces de briser sa famille, menaces de pas voir ta mère au CHSLD, menaces de perdre ta job, parce que tu ne pouvais plus rentrer où ce que tu voulais si tu n'étais pas pleinement vacciné. Donc, je trouve ça assez ironique que lorsqu'il était temps qu'ils prennent le côté de la population, qu'ils ouvrent leurs yeux sur les méthodes de faire caquiste, autoritaire, qui ne prend pas en compte l'opinion publique. Avec Legault, c'est tu fermes ta trappe et tu fais ce qu'on te dit. Donc, je trouve ça ironique que là, maintenant, ça leur pose problème, dans le sens où est-ce que s'ils avaient dénoncé, quand il était temps de le faire, de dénoncer, de s'affirmer, parce que je suis convaincue qu'il y a bien des médecins qui n'ont pas osé parler parce qu'ils ont eu peur de perdre leur job, ils ont eu peur d'être jugés par leurs collègues, ils ont eu peur. Puis ça, c'est pas normal. C'était une propagande qu'il y avait. Puis je suis certaine que s'il y en avait eu plus qui se seraient affirmés dans ce temps-là, puis qui se seraient mis ensemble pour dénoncer les incohérences, les mesures sanitaires incohérentes, les flèches à terre, les histoires de filtres à café comme masque, les hot dogs de vaccination, les loteries de vaccination, les pubs de brainwash collectif plutôt que d'investir dans des protections individuelles concrètes. Il aurait pu investir puis offrir à des proches aidants du matériel pour qu'ils aillent aider en CHSLD. Ça s'est pas fait. Ils ont fait appel à l'armée à la place de faire appel aux proches aidants. Ils ont divisé, séparé. Je trouve ça ironique que maintenant les médecins s'étonnent. S'ils se seraient mis ensemble, comme qu'on leur avait demandé de se mettre ensemble dans le temps, puis qu'ils auraient dénoncé, puis qu'ils se seraient affirmés, qu'ils auraient mis leurs pieds à terre, qu'ils auraient dit « On ne peut pas obliger le monde à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, parce que c'est un droit qui est protégé par la charte. » S'ils se seraient mis ensemble pour dire que ça a pas de sens, les mesures sanitaires sont disproportionnées, s'ils se seraient mis ensemble pour affirmer que ça s'était rendu du n'importe quoi, la gestion de la crise, de la COVID, là, rendu été 2021. On n'en serait pas rendu là. On l'aurait peut-être pas réélu. Parce que de la population influençable ont pris en compte que les médecins ont dit qu'ils avaient fait une bonne job, le monde à la TV a dit qu'il avait fait une bonne job, ben il a fait une bonne job, Legault, avec la pandémie, quand en fait, pas du tout. Il a passé beaucoup par-dessus des droits et des lois. Il les a réinterprétés à sa manière. Il a créé une campagne populiste de haine dans la société qui a divisé les gens, qui a fait mal mentalement aux gens, qui a apporté des gens dans des souffrances de dépression puis de burn-out. C'est les mêmes médecins d'ailleurs qui ont trouvé ça correct, qu'on ouvre les restaurants, puis que assis, t'as pas de masque, puis debout, t'as un masque, puis pendant ce temps-là, on envoie nos enfants à l'école pendant 7 heures de temps avec un masque. C'est tout le même monde qui ont trouvé ça correct dans le temps. Puis là, ben ils s'étonnent de comment Legault fonctionne avec eux. Ben moi, je tiens juste à rappeler que Legault, il a fait la même affaire avec les anges de la crise, les enseignantes, les infirmières. En 2023, lors de la négociation des conventions collectives,
malgré que c'était don des anges pendant la crise de la pandémie, ben ces anges-là, ils ont été traités comme des derniers de classe dans les négociations. Legault, il a été méprisant avec eux, il a ri d'eux. Fait que moi, j'imagine que c'est chacun son tour. Tout le monde est en train de goûter, tout le monde va avoir goûté à la médecine caquiste, autoritaire. De tu fermes ta trappe et tu fais ce qu'on te dit. C'est nous autres qui décident. Fait que c'est ça que je dénonce. C'est pas leur revendication. Je suis pour le fait qu'on ait un meilleur réseau de la santé. Je suis pour le fait aussi qu'ils doivent être probablement les mieux placés pour savoir. J'ai hâte de voir Dubé aussi prendre le bord. Je suis plus capable de le voir, lui non plus. Mais je trouve ça ironique, quand même, qu'ils s'attendraient à ce que l'opinion publique prenne leur bord après ce qu'ils ont fait. C'est ce qui me laisse perplexe. Vraiment. Sachant qu'ils ont eu bien de l'argent pendant la COVID. Puis que cet argent-là, c'était pour acheter leur silence. Au risque de se faire exposer puis de se faire traiter de complotiste. Ça aurait-tu tué quelqu'un de se faire traiter de complotiste? Non. Le ridicule ne tue pas. Mais les mesures liberticides, par contre, sont dangereuses pour l'avenir. Et si boire que je veux pas en revivre un autre pandémie. Puis pendant ce temps-là, est-ce qu'on est en train de stocker les hôpitaux de matériel de protection? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment appris de comment qu'on a géré la COVID? Parce que si tout le monde acclame de la manière que ça a été fait, il y a un hostie de problème. Fait que je suis pas contre eux, mais je trouve ça ironique. Voilà. Merci, bonsoir. सुन तो सही, इस बार अगर टाइम से पैसा नहीं भेजा ना मैं घर ही नहीं आऊंगा, समझे? हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अरे भाई सुन रहे हो ना? हाँ उल्टा वायर जोड़ के आप बोलो। हाँ 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अरे यार तू बस सुन, मैं बोल रहा हूँ फालतू में मोल-तोल मत कर। क्या फोन रख, मूवी चालू है यहाँ। हाँ देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर। हाँ बकरा भी खा रहा है, खिड़की खोल दूं क्या? किलो दे देना वरना पूरी पार्टी बिगड़ जाएगी। अरे सुन तो, अरे सुन रहे हो ना? हाँ वही फाइल भेजी थी पर सर्वर डाउन है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ